Belgorod, direction donc la frontière avec l'Ukraine. Vous savez que c'est une région qui est exposée depuis le début de la guerre, mais depuis quelques jours, il y a eu des incursions. Et voilà, la défense aérienne, ou plutôt l'artillerie russe, qui répond à l'attaque générale. Elle envoie donc des tirs pour répondre à une attaque qui est d'une ampleur inattendue, en tout cas plus qu'inattendue, inédite. C'est le gouverneur de la région qui le disait, et vous avez vu la citation tout à l'heure, des tirs ininterrompus sur la région. Difficile de se faire, pour l'instant, une idée de ce que cela peut constituer. Mais des frappes ininterrompues, encore une fois, c'est nouveau. Qu'est-ce que ça signifie du point de vue de celui qui... ukrainien, en termes de stratégie? Comme vous venez de le dire, bon, d'abord, je crois qu'il faut être prudent parce que pour l'instant, on s'appuie que sur les déclarations russes. Donc, c'est à prendre, bien sûr, avec beaucoup de précautions. Cela dit, c'est quand même intéressant de s'interroger et d'essayer de savoir quelle est la signification de cette incursion. Est-ce que c'est une incursion qui fait suite à celle qui avait été faite précédemment par l'armée de libération russe? Et donc, voilà. Ou bien, c'est sans doute ça, effectivement, parce que j'imagine mal que les Ukrainiens, dans un premier temps, attaquent directement la Russie sur son territoire. Ça paraît assez difficile. En revanche, est-ce que c'est une initiative de l'armée de libération russe avec, bien sûr, l'assortiment ukrainien, enfin, sans doute, ou bien est-ce que c'est une manœuvre de diversion qui est coordonnée avec peut-être une manœuvre de l'armée ukrainienne? Voilà, donc ça peut être ça. C'est une association, effectivement, d'une opération militaire de l'armée avec une incursion des hommes, des soldats de liberté de la Russie. Si vous me permettez, Général, on va les écouter. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. On va les écouter parce qu'ils ont pris la parole pour revendiquer cette opération à l'aube ce matin sur Belgorod. Écoutez. Nos frères nous saluent depuis la frontière russo-ukrainienne. Notre combat continue. Attendez-nous pour la Russie, pour la liberté. Nous sommes la Légion Liberté de la Russie. Nous sommes maintenant près de la frontière et de notre patrie. Nous avançons vers la Russie pour apporter la liberté, la paix et la tranquillité. Ce n'est que le début. Grâce à la lâcheté des chacals de Poutine, nous avons obtenu beaucoup de trophées grâce auxquels nous pourrons armer nos compagnons d'armes. Nous allons libérer toute la Russie de Belgorod à Vladivostok. Alors, il faut se méfier des images, il faut faire très attention, mais quand même, ils sont équipés. Il y a des véhicules. Oui, oui. Ce ne sont pas trois pieds nickelés qui passent la frontière pour brandir un drapeau et dire on est là, Poutine, et on te nargue. C'est d'une autre dimension, semble-t-il. Non seulement ils sont équipés, mais bon, on imagine mal que ça se passe sans l'assentiment ou tout au moins la vue des Ukrainiens. Tout ça est bien sûr au vu et au su de tout le monde et des Ukrainiens, bien entendu. Donc voilà, c'est ça qui, je crois, qui est important, c'est que clairement, voilà, c'est une opération qui se fait. Alors, est-ce que c'est en liaison, est-ce que c'est voilà, mais il y a forcément quelque chose qui les réunit. Je vous pose la question, Général. Donc, une incursion revendiquée par ces soldats de la liberté et des bombardements importants, ininterrompus. Est-ce que ça peut être le début d'une offensive? Voilà, ça peut être une percée. Ça peut être une manœuvre de diversion, effectivement, avec une manœuvre de diversion. Bah oui, parce que comme je l'ai dit, on voit mal les Ukrainiens rentrer directement en Russie en matière quand on parle de contre-offensive ou d'offensive. Et donc voilà, j'imagine mal que les Ukrainiens procèdent de cette façon. Mais sans doute, ça peut être une manière de semer une certaine insécurité, non seulement autour de Belgorod, bien entendu, mais aussi au sein du pouvoir politique. Donc on est toujours dans ce contexte-là. C'est une opération à tiroir, bien entendu. C'est pas simplement le fait de rentrer du côté de Belgorod, mais c'est que ça prouve, comme vous l'avez dit, que la frontière est poreuse, que les Russes ne sont pas capables d'assurer la sécurité de leur frontière, de leur territoire. Et donc, politiquement, bon, militairement bien sûr, mais politiquement aussi, c'est quand même quelque chose qui est très déstabilisant. Donc, pour dire les choses de façon grossière, tant pis, on est toujours dans un contexte de bordélisation.
Oui, du pouvoir à Kremlin. Il s'agit de les déstabiliser. On ne peut pas imaginer l'offensive qui ait lieu à cet endroit-là. Ça n'aurait pas grand intérêt pour les Ukrainiens. Pierre Aski. Oui, moi, il y a deux choses qui me frappent. La première, vous l'avez dit, c'est l'équipement de ces hommes. C'est quand même pas un groupe très important de tout c'est des groupuscules, ces opposants russes qui sont en Ukraine. Or là, ils ont quand même du matériel et on leur donne une place. Donc vraisemblablement, c'est une stratégie ukrainienne de leur donner cette place. La deuxième, c'est étrange que la communication russe, c'est-à-dire que le fait que le gouverneur communique à ce point sur ces événements, c'est troublant et l'incapacité russe aujourd'hui à contrôler cet endroit est assez déroutante, je dois dire. Mais je plaide moi aussi pour la manœuvre de diversion. Je ne pense pas une seconde que l'Ukraine soit en train d'envahir la Russie par Belgorod, ça n'a pas de sens. Ça serait presque suicidaire de sa part de se lancer dans une telle opération. En revanche, essayer d'attirer les troupes russes de ce côté-ci pour faire un peu la même opération que l'an dernier, mais sous une autre forme. C'est-à-dire, vous vous souvenez que l'an dernier, l'Ukraine avait dit on va attaquer Kherson, on va être dans le sud, et puis c'est dans le nord qu'ils ont attaqué. Donc, là, il y a une attaque, et elle est toujours en cours. Parce qu'on ne peut pas faire deux fois la même chose, de crier au loup, et il faut bien que le loup se montre un petit peu. À propos de communication, Pierre, on a à la fois les Russes qui insistent beaucoup sur ces tirs d'artillerie intenses, et un démenti sur l'incursion. Il n'y a pas d'ennemis sur le territoire de la région de Belgorod. Il n'y en a pas. Forces armées sont sur place. Donc, on a ce double démenti, cette double communication avec une confirmation peut-être un peu survendue et un démenti parce que, effectivement, pour la Russie, à chaque fois qu'il y a un soldat anti-Kremlin sur le territoire, c'est une forme de faiblesse et d'humiliation. On imagine. Effectivement, donc on a cette guerre d'informations un peu contradictoire, mais ce ne serait quand même pas très surprenant que ces Russes qui se disent la Légion pour la libération de la Russie tentent pour la deuxième fois de pénétrer en Russie en traversant la frontière entre l'Ukraine et la Russie à la hauteur de Belgorod. Pourquoi ? Parce que cette frontière n'est pas défendue. La ligne de front est archi défendue, puisqu'il y a peut-être 6 lignes de défense dans la plupart, sur la longueur de la ligne de front, sur les 800 kilomètres de ce qu'on appelle la ligne de front, mais que, en effet, ce n'est pas en quelques jours que les Russes peuvent faire la même chose sur leur frontière avec l'Ukraine. Donc cette frontière avec l'Ukraine, elle est fragile. Sans doute, les Russes sont-ils en train de déplacer des troupes ou sont-ils en train d'armer leurs gardes-frontières pour défendre cette frontière, mais en réalité, elle est totalement poreuse. Mais pourquoi ? Attendez, on s'arrête juste un instant, parce que j'ai des questions un peu basiques. Mais déjà, la semaine dernière, on a dit elle est poreuse, et on s'en est étonné. Oui. Et elle est toujours poreuse. Parce il n'y a toujours personne, elle est entre longue, guillemets. C'est plusieurs centaines de kilomètres. Et alors, on ne pouvait pas faire autrement ? Et que probablement, moi je vais un petit peu plus loin que le général et que Pierre, probablement que dans la coordination entre ces Russes qui sont des engagés pour la libération du territoire russe et l'état-major ukrainien, il y a probablement une coordination. Et que ça arrange l'état-major ukrainien et M. Zelensky que ces incursions se poursuivent à des endroits qui sont beaucoup plus fragiles que les endroits de la ligne de front, mais pourquoi, où l'armée ukrainienne se ferait massacrer. Pourquoi sont-ils toujours aussi fragiles ? Pourquoi, ça fait des jours, je posais la question, pourquoi n'arrive-t-il pas à stopper, à endiguer cette vague d'incursions ? Parce que j'imagine que pour les Russes, la priorité, c'est de protéger les territoires occupés de l'Ukraine. Ils ne peuvent pas faire les deux. Mais c'est pas tellement qu'ils peuvent pas faire les deux. Oui, je pense qu'il y a d'une part, ils concentrent leurs troupes à cet endroit, et aussi, ils pensent, un peu comme nous d'ailleurs, que les Ukrainiens n'iront pas lancer d'offensive dans ce secteur. Donc, c'est pas prioritaire pour eux. Alors évidemment, les forces de l'armée de Russie libre, ils profitent de cet endroit qui est évidemment beaucoup moins protégé, où il n'y a pas toutes les lignes de protection, anti-chars, etc. Toute la concentration des forces russes pour attaquer là. En plus, Belgorod, c'est très symbolique depuis le début de la guerre. C'est là qu'il y a des frappes. Chaque fois qu'on veut frapper, les dépôts sont frappés de munitions, de carburant. Donc voilà, c'est simplement une question de choix
et je pense Mais que du côté russe... est-ce que c'est bien choisi? Est-ce que c'est un choix subi? Parce qu'on se demande, Vera, si c'est quand même un choix habile. Tout le monde est concentré sur ces attaques ukrainiennes. On va le voir dans quelques instants. Il y a quand même un petit vent de panique. Le mot, vous me direz s'il correspond ou pas, mais c'est inquiétant. Les drones à Moscou, les incursions à Belgorod. Non mais Elisabeth, moi je pense que... Pardon, je pense que au contraire c'est très habile parce que c'est surprenant, c'est la surprise. C'est la surprise. C'est habile du point de vue des Ukrainiens. Est-ce que c'est très habile du point de vue des Russes de laisser... Du point de vue des Ukrainiens, ils sèment le trouble. C'est très habile. Oui, c'est très habile, effectivement. Mais et en fait, vous posez la question sur les frontières qui ne sont pas défendues déjà à plusieurs reprises. Vous posez la même question que pose le gouverneur de cette région. Voilà. Parce que, en fait, effectivement, ça se voit que déjà, il y a les faits stratégiques. Donc, il y a les ressources humaines et matérielles qui sont détournées vers Belgorod. Et bien sûr que ça affaiblit la capacité de défendre les territoires occupés du côté russe. Et après, certainement, il y a un effet politique qui est profond. Donc, tout d'abord, ça montre que les frontières de la Russie elles-mêmes ne sont pas défendues. Ça n'a pas beaucoup de soutien, je dirais, dans la population russe. Et après, ça va même plus loin, parce que le gouverneur de Belgorod, en fait, il commence à attaquer et critiquer le ministère de la Défense russe, ce qui s'inscrit très bien dans la stratégie de notre personnage très connu politique russe, M. Prigojine. Donc ça continue en fait la stratégie que Prigojine a commencé de diviser les groupes de soutien pro-militaire, pro-nationalistes russes. Ça continue et ces attaques, ça sert pour diviser les élites et pour semer plus de panique et pour fragiliser finalement le régime de Poutine. Oui, et encore une fois, quand même, l'inertie russe, face à ce à quoi on assiste depuis une quinzaine de jours maintenant, laisse un peu pantois, effectivement. Comme les Américains disent, nous ne conseillons pas aux Ukrainiens d'attaquer le territoire russe, tout se passe comme si Poutine et son état-major croyaient ce que racontent les Américains. Ils le prennent au pied de la lettre et ils disent, puisque les Américains disent ça, il y aura peut-être des piqûres d'épingle en effet à travers la frontière russe, mais il n'y aura pas d'attaque sérieuse. Qui sait? Qui sait, effectivement. Écoutez ce que dit quand même Peskov, le porte-parole du Kremlin. Il relève ces attaques continues contre Belgorod. Il les relève, bon, l'intendance ne suit pas, comme on dit, mais il le souligne. Nous sommes très préoccupés par cette situation et les bombardements de biens civils se poursuivent. Ici aussi d'ailleurs, nous n'avons pas entendu un seul mot de condamnation de la part d'un pays appartenant à l'Occident collectif jusqu'à présent. La situation est alarmante. Des mesures sont prises. Est-ce qu'il y a derrière cette déclaration, la situation est alarmante, et puis on voit que sur le terrain, les militaires ne sont pas là pour protéger la population. Est-ce que il y a derrière la volonté des Russes de convaincre que les Ukrainiens sont les agresseurs? La difficulté de ce qui se passe depuis quelques jours, c'est que vous avez Belgorod, vous avez les drones sur Moscou, vous avez les drones navals il y a quelques jours en mer Noire, vous avez une raffinerie de pétrole dans le sud de la Russie qui a été atteinte aussi par des drones, et vous ne savez pas, et si vous êtes à Moscou, vous ne savez pas si c'est une diversion pour préparer, pour détourner l'attention pour une offensive qui va se dérouler dans un 5e lieu qu'on ne peut pas prédire aujourd'hui, ou si c'est une initiative concertée pour attaquer le territoire russe. Et donc, si vous bougez vos troupes, si vous changez votre dispositif, vous risquez de vous mettre à nu ailleurs. Et c'est toute la complexité de la situation actuelle où on parle de cette offensive qui est devenue une sorte de monstre du Loch Ness depuis des semaines et qui doit effectivement affoler un peu les Russes parce que les Ukrainiens sont passés maîtres dans cette stratégie de détourner l'attention, de brouiller les pistes et de faire qu'on ne comprend pas quel est véritablement leur objectif. Est-ce que leur objectif c'est de toucher Moscou ou est-ce que c'est de détourner l'attention avant d'attaquer ailleurs? On dirait que les Russes, ça les tétanise quand même. Sauf à ce qu'il y ait, encore une fois, je ne sais pas, une stratégie à 10 bandes, à 15 bandes, mais ça les tétanise. Alors, ils ont des réflexes quand même. On va voir dans quelques instants avec Émilie Broussoulou que les évacuations d'habitants sont en cours
Donc il y a vraiment une position défensive. En attendant, ils mettent par exemple en urgence des numéros de téléphone à disposition de la population pour partir. Voilà, c'est vraiment partez si vous le pouvez, on en est là. Ça fait la situation de miroir, à mon avis, par rapport à ce qui se passe en Ukraine, où aussi les gens se retrouvent dans la situation de la guerre, ils doivent se retirer. Donc ça aussi montre aux Russes que la guerre est très proche, elle est là. Voilà, la même chose se passe avec vous que se passait et continue à se passer avec les Ukrainiens. Et juste, je voulais aussi ajouter que la façon comment les Ukrainiens organisent cette provocation, pour moi, c'est tout d'abord une provocation. Elle est très maligne parce qu'ils répètent en fait pas à pas, mot à mot, ce que faisait le Kremlin par rapport aux régions séparatistes de Donbass et de Lugansk. Parce qu'en fait, si on voit sur le terrain, c'est que les Russes, c'est cet corps des volontaires russes. Donc, Kremlin ne peut pas accuser que l'Ukraine attaque la Russie, parce que ce sont les Russes qui attaquent l'Ukraine. Ils ne peuvent pas accuser que... Quand on est traître en Russie, c'est pire. Oui. Cela dit, non? Mais ils ne sont pas les traîtres. Eux, ils apportent la liberté à la Russie. Mais du point de vue de Moscou. Mais ça sème, en fait, déjà les différents narratifs dans la politique russe. Ça montre qu'il y a ceux qui sont prêts à combattre pour libérer la Russie. Et en plus, ils ne peuvent pas accuser l'Occident aussi de participer parce qu'il n'y a pas des armements occidentaux. Ils ne sont pas utilisés. C'est que les armements des Ukrainiens qui sont... On avait quand même vu des camions américains. Oui, vous mais ils n'arrivent pas, parce qu'ils voient quand même que la majorité des matériels, ce n'est pas occidental. Je voudrais juste... Oui, alors très vite, Claude Blanchemaison. Je crois qu'aussi la déclaration de Peskov vise beaucoup les drones qui sont venus au-dessus de Moscou, plutôt de la banlieue résidentielle de Moscou, parce que et là où sont toutes les dachas et les palais des gens importants. Et dans le fond, ce que dit Peskov et ce que dit d'une autre façon Soloviev, notre ami de la télévision, de la propagande de la première chaîne, c'est on ne bombarde pas les dirigeants. C'est pas du jeu. Bombarder les résidences des dirigeants dans les quartiers chics de Moscou, ça c'est pas du jeu. C'était pas prévu, c'est scandaleux. Ça c'est intéressant.